Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies ce mardi sur la situation au Mali devant le Conseil de sécurité, les attaques d'hier et d'avant-hier au centre et au sud du Mali avec une montée en puissance de l'armée malienne et enfin la candidature commune de l'opposition pour les présidentielles de 2018 seront les thèmes que nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités. Youba Konaté du Zénith Balé, Badou Escobar du Carrefour et Lanfia Sinaba, journaliste écrivain. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation de ce numéro du Forum de la presse. Bienvenue à vous, chers confrères. Le grand dialogue. Mise en place cette semaine d'une commission d'enquête internationale sur le Mali par le secrétaire général de l'ONU. Elle sera chargée d'enquêter sur les violations et crimes commis depuis 2012. Certains juristes maliens estiment que les investigations de la commission devraient entraîner une saisine de la Cour pénale internationale papier. Les experts de cette commission sont chargés d'enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire et des droits humains commises au Mali depuis janvier 2012 à nos jours. Elle est chargée de soumettre un rapport au secrétaire général de l'ONU dans un délai d'un an. Selon le Conseil de sécurité, cette commission d'enquête a été créée à la demande des parties signataires conformément à l'accord de paix. En plus du soutien de la mission des Nations Unies dans la stabilisation, le retour de la paix et la justice au Mali, Antonio Guterres a indiqué que les investigations de cette commission feront aussi progresser la réconciliation et l'entente des Maliens. Il ajoute qu'elle viendra en appui et soutien aux énormes efforts des autorités maliennes dans la lutte contre l'impunité. Cette structure, composée de 3 commissaires, la Suédoise Madame Lena Sand, le Mauricien Vino Bolel et le Camerounais Simon Mounzou, est dirigée par Madame Sand. Cette dernière a occupé plusieurs postes d'ambassadrice et a été représentante spéciale adjointe du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Népal. La création de cette commission est diversement appréciée selon les observateurs. Pour certains, c'est la pièce manquante pour le bon déroulement du processus de paix au Mali, puisqu'il ne peut y avoir de paix sans un minimum de justice. Et pour d'autres, elle n'est que le prolongement de toutes les stratégies imposées pour diviser le Mali. Alors, Youba Konaté, est-ce que cette commission est en mesure de faire un rapport d'ici un an? Oui, merci déjà au studio Tamani et merci aux auditeurs une fois de plus de nous permettre de donner notre point de vue par rapport à l'actualité qui a dominé la semaine dans notre pays. Moi je pense que oui, cette commission, si déjà elle a été mandatée par les Nations Unies pour faire ce travail, je pense qu'en un an c'est jouable. Et il est important que, puisque c'est bien calé, on dit de 2012 à nos jours, toutes les exactions qui ont été perpétrées sur notre territoire, il s'agit de faire un rapport sur ces exactions-là. C'est important de faire le point pour qu'on sache qui a fait quoi pendant ces périodes-là. Parce qu'on se souvient quand même que des exactions, il y en a eu dans ce pays-là. Et jusque-là, les gens sont restés sur leur faim, sur, n'est-ce pas, les auteurs et éventuellement les sanctions pour que... Parce que dans les reportages, on l'entend. Il est important que les responsabilités soient situées et que les exactions soient punies. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix et s'il n'y a pas de réconciliation. Et je pense, comme on le dit dans les reportages aussi, c'est le dernier élément du puzzle qui manquait. Il faut vraiment cette commission. Et maintenant, les rapports, ou du moins c'est les conclusions de la commission, c'est aux Nations Unies et aux autorités maliennes d'en faire un usage adéquat. Mais je pense que pendant la période 1 an, c'est jouable, on peut vraiment arriver à des résultats. Surtout que des personnalités qui l'animent, vous l'avez entendu, c'est des gens de très grande expérience. Je pense que ce travail-là peut être fait en un an. Ok. Alors, Badou Escobar, une commission de 3 membres pour couvrir une période de 6 ans environ sur les exactions commises au Mali. Est-ce possible de faire le rapport d'ici un an? Bon, faire le rapport d'ici un an,
C'est possible parce qu'on a parlé des experts qui vont venir pour enquêter. Celle qui dirige même la commission, Mme Sam, a une certaine expérience. Mais encore, faudrait-il que cette commission fasse un travail équitable. Vous savez que depuis 2012, le Mali est confronté à une insurrection armée dans sa partie septentrionale, une insurrection qui est en train de gagner le centre. Donc il y a beaucoup d'acteurs en lice et qui ont eu à commettre des exactions, qui ont les mains tachées de sang. L'autre jour, Jean-Pierre Lacroix, qui est le secrétaire général adjoint chargé des questions humanitaires, a quelque part incriminé le Mali. Moi, je pense qu'au lieu de s'en prendre directement à l'État malien, il faut s'en prendre d'abord aux groupes armés. Donc, si le rapport se base sur les rapports précédents pour faire un travail équitable, pour faire un travail de synthèse, ça pourra donner un résultat probant et on pourra savoir qui a fait quoi. Parce que c'est ça le problème fondamental. Il y a eu d'autres commissions qui ont été créées qui n'ont pas donné de résultats possibles. Et nous, notre souhait est que cette commission fasse un travail professionnel, un travail équitable pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Parce que les populations du Nord et du Centre ont assez souffert et beaucoup de ces criminels, n'est-ce pas, sont là en train de vaguer tranquillement à leurs activités, en train de loger dans des hôtels 5 étoiles. Il faut que cela cesse. Donc je profite de l'occasion pour encore une fois lancer un appel à l'endroit du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour que le travail soit fait de façon professionnelle. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 semaines, le MNLA, la CEMA a envoyé des émissaires aux Nations Unies et Bilal Ag-Sharif, donc il a été dire des choses et apparemment on a un peu tenu compte de ces choses. C'est pourquoi Jean-Pierre Lacroix a dit que par rapport à la mise en application de l'accord, l'État malien aussi doit être sanctionné. Et je pense que l'État malien a rempli à 90% sa part du contrat. C'est aux groupes armés maintenant de remplir leur part du contrat. Ok. Alors, l'ANFIA Sinaba, le délai d'1 an, est-ce que vous pensez que c'est tenable? Bon, si on s'y met, à mon avis, rien n'est impossible. Mais moi, j'ai plutôt d'autres inquiétudes à ce niveau. Parce que récemment, le président de la République a annoncé l'adoption d'une loi, mais une loi qui, je trouve, sélective, parce que ça ne va concerner que... Donc ceux qui ont les mains tachées de sang ne seront pas concernés par cette loi. Et du côté de l'ONU, on parle de commission d'enquête. Et là, il annonce plutôt que ceux qui ont les mains tachées de sang, la loi concerne plutôt ces gens. Oui, mais... Et raison pour laquelle les gens avaient dit à son temps que la loi serait inutile dans ces cas, si votre main n'est pas tachée de sang, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être inquiété, d'être interpellé. Mais à ce niveau, mon inquiétude, je pense qu'elle doit être réelle. Le fait que cette loi-là va concerner tout le monde et de l'autre côté, on va épargner les gens qui n'ont pas les mains tachées de sang, mais qui ont aussi posé des actes qui sont de nature vraiment à compromettre la situation du Mali. Je pense qu'on doit tenir compte de tous ces aspects-là. Maintenant, est-ce que le délai d'1 an est tenable? À mon avis, oui, dans la mesure où il faut reconnaître que les associations de défense des droits de l'homme avaient vraiment fait un travail préalable. Je pense que si la commission se met en rapport avec ces différentes structures d'associations de défense des droits de l'homme, c'est de nature à faire avancer les choses, à mon avis. Une chose, c'est de tenir le délai, mais une autre, c'est de pouvoir faire le point complet quand même de toutes les violations faites au Mali. Est-ce que cette commission pourra faire le point total quand même en 6 ans? En 6 ans, oui, parce que l'essentiel, je ne remets pas en cause ce que le système de l'Organisation des Nations Unies évoque ici, mais je pense que l'essentiel du travail a été fait, notamment par les associations de défense, mais également par la commission même. On a une commission qui est là, dirigée par le ministre Oumarou, qui ont eu à enquêter, qui ont eu à faire des auditions. Je pense que c'est des données qui sont là. Et à partir de ces données-là, je pense qu'on pourra travailler. Et c'est des gens qui sont crédibles. Donc 1 an, je pense que c'est tenable. Okay. Alors, Youba, est-ce que vous pensez que cette commission saura faire le point total quand même de toutes les violations sur 6 ans? Bon, toutes les violations, je ne sais pas, hein, mais je pense que déjà les Nations Unies sont un partenaire assez crédible, n'est-ce pas, de cette situation. Et à mon avis, il n'y a aucun
il n'y a pas de préjugés pour que l'on dise que les Nations Unies vont pas faire ou vont faire, comment dirais-je, occulter des points. Donc, en tout cas, nous pensons que de leur rôle d'arbitre, les Nations Unies ont la responsabilité de situer, n'est-ce pas, les niveaux de responsabilité des uns et des autres, de l'ensemble des acteurs, pour que la lumière soit faite sur tout ce que les différents acteurs ont pu commettre comme en termes d'exactions, et ainsi permettre, je l'ai dit dans la première partie de mon intervention, permettre maintenant à ce que les autorités maliennes et l'ensemble des parties prenantes fassent ce qu'il y a de bon avec les conclusions. Mais je pense qu'on ne peut pas douter de la bonne volonté, de la bonne foi des Nations Unies de faire véritablement le point, parce que tout le monde est convaincu que c'est un passage obligé pour qu'on arrive à la réconciliation nationale. Il faut faire le point et qu'on sache qui a fait quoi. Mais à ce niveau, il y a un aspect qui me paraît aussi important. On se rappelle, bien avant qu'on aille à Alger, dans le cadre des mesures de confiance mutuelle, on a eu à libérer des gens qui avaient été arrêtés à la suite des mandats d'arrêt international. À ce niveau, est-ce que ça ne va pas poser notre problème si la commission termine son travail, donne ses conclusions et qu'elle est amenée à interpeller ces mêmes personnes-là, est-ce qu'on ne va pas aussi retourner à la case de départ? Voilà aussi des interrogations qui sont là, qui sont de nature à explorer. Badou Escobar. Bon, moi, je pense que cette commission a déjà un point d'appui. Il y a le chef de file de la médiation internationale, Ahmed Boutache, qui est là. Il y a le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadef, qui est là. Donc moi, je pense que cette commission, elle peut correctement faire son travail, mais il faudrait aussi que ça se fasse dans le cadre de l'accord d'Alger. Hier, ce matin, j'ai écouté le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, qui parlait de l'accord d'Alger. Il dit que l'accord d'Alger reste le seul tremplin où on peut vraiment gérer la crise sécuritaire que connaît le nord du Mali. Il dit qu'il faut que l'ensemble des acteurs respectent le contenu de l'accord à la lettre. Or, à ma connaissance, ce sont les groupes armés qui tripatouillent cet accord. Il faudrait que ceux-ci aussi jouent leur part de responsabilité. C'est ce que je disais encore. La commission ne pourra faire un travail équitable que si les acteurs sur le terrain se mettent à la disposition de cette commission. Qu'on ne cache rien, que la vérité soit dite, qu'on sache qui a fait quoi, situer les responsabilités, éventuellement engager des poursuites, et même s'il faut que certains aillent à la Cour pénale internationale. Ok. Alors, directement, oui. À ce niveau, il y a un autre aspect, parce qu'on a dit l'ensemble des crimes. Il ne s'agit pas seulement des crimes qui ont été commis dans le Nord, mais on se rappelle également qu'à Kati, il y a eu des crimes qui ont été commis à la suite des événements du 22 mars 2012. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, ça risque de poser un autre problème. Est-ce que à la lumière, à la fin de l'enquête, la commission va demander à ce qu'on transfère Sanogo du côté de la CPI? Oui, justement, la question suivante, ça porte sur ça. Est-ce qu'on sait, dans ce cas, après le rapport, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une saisine de la Cour pénale internationale? Dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités sont dans cette logique, les autorités du Mali? Je ne pense pas. La preuve, on est en train de faire traîner les choses, on va le dire comme ça, parce que d'après certaines indiscrétions, il y a certaines expertises qui sont disponibles, mais on continue à traîner les choses autour du procès du général Sanoko. Donc je me dis que est-ce qu'amener Sanoko aujourd'hui à la Cour pénale internationale, c'est du bon vouloir des autorités? Voilà, la question, elle est là. Moi, je voulais juste réagir et dire que bon, ça c'est une autre étape de l'analyse, parce que ce travail qui est demandé à la commission d'enquête, c'est juste faire le point. Oui, maintenant, les conclusions, il appartient aux acteurs, aux responsables maliens, d'en faire l'usage qu'ils en veulent. Maintenant, il s'agit de faire le point. Maintenant, si dans ce faire le point-là, il ressort qu'une saisine de la Cour pénale internationale en ressort, c'est au moment venu, parce qu'il ne faudrait pas aussi occulter le fait, comment dirais-je, les termes de cahier de charge comment dirais-je, de la Cour pénale internationale. C'est quand la justice nationale n'est pas, comment dirais-je, en mesure de juger des crimes qu'on transfère. Mais est-ce que vous pensez que sérieusement on va aller jusqu'à ce point-là? Et serait-ce des menaces seulement pour monter la pression pour la mise en œuvre de l'accord?
Non, je ne pourrais pas me permettre de dire que c'est simplement des menaces. Mais je constate simplement, et je l'ai dit, c'est, n'est-ce pas, au moment opportun, aux responsables, aux autorités maliennes, si jamais les conclusions du rapport disaient que donnaient la piste d'une extradition, aux autorités maliennes d'apprécier, ou alors elles n'auront pas d'autre choix que de passer à la phase du procès pour, comment dirais-je, ces personnes concernées par ce sujet-là. Très bien. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau dans le cadre de ce forum de la presse du vendredi 26 janvier avec nos invités Youba Konaté du journal Zénith Balé, Badou Escobar du Carrefour et Lamfia Sinaba, journaliste écrivain. Justement, Badou Escobar, est-ce qu'il s'agit simplement de monter la pression? Est-ce qu'on ira jusqu'à la fin quand même à une tradition, une saisine de la Cour pénale internationale? Non, on peut aller à une saisine de la Cour pénale internationale à condition que cette commission fasse un travail professionnel, que cette commission tamise pour qu'on puisse citer les responsabilités. C'est ce que j'ai toujours dit. Et le problème fondamental, c'est le problème de l'impunité. Parce qu'il ne faut pas que... Vous avez vu le massacre d'Aguelok. Jusqu'à présent, les auteurs du massacre d'Aguelok courent toujours. Ils ne sont pas inquiétés. Apparemment, ils logent dans des hôtels de luxe à Bamako. Donc, il y a eu plein de crimes de ce genre. Donc, il faut que la commission fasse un travail de synthèse, qu'on cite les responsabilités, qu'on sache qui a fait quoi et qu'on remette ce rapport à qui de droit et que la Cour pénale internationale puisse faire son travail. Parce que la Cour, on ne peut pas amener des gens à la Cour pénale internationale sans que des preuves ne soient pas établies, des preuves qui prouvent que vraiment ils sont les responsables de tel acte. Okay. Alors, deuxième sujet, 3 attaques dont 2 simultanées se sont produites ce jeudi contre les positions de l'armée malienne et des civils au centre et au sud du pays. Le bilan serait de plus de 30 personnes tuées, dont 26 civils et 2 militaires et 1 douanier à leur papier. Une vingtaine de civils maliens et burkinabés ont été tués ce matin lorsque leur véhicule a sauté sur une mine à Boni dans le cercle de Douanza. Les victimes, toutes des forains, se rendaient à la foire hebdomadaire de la localité. Selon des sources sécuritaires, ce carnage a causé la terreur et la désolation dans la région de Mopti. Un peu plus tôt, dans la même région, des hommes armés non identifiés ont attaqué vers 5 h du matin le camp de l'armée malienne à Youaourou. Après 2 heures d'affrontement entre l'armée et les assaillants, une source militaire indique que 7 assaillants ont été neutralisés alors que l'armée déplore 2 morts et un blessé dans ses rangs. Des armes et des munitions ont été saisies selon un communiqué des forces armées maliennes. Une opération de ratissage est en cours pour débusquer d'éventuelles cachettes de présumés terroristes. Selon une source sécuritaire qui a requis l'anonymat, une autre attaque similaire s'est déroulée au même moment contre une position des militaires maliens un peu plus au sud, à Goumakora, dans la région de Ségou. Selon elle, les forces présentes ont pu repousser les assaillants. La position attaquée était celle abandonnée par les 36 gendarmes déserteurs il y a quelques jours. Des individus armés ont aussi fait irruption mercredi à Toubakoro dans le cercle de Banamba en tirant à la Kalachnikov sur un poste de la douane. Selon les habitants de la localité, un douanier et un assaillant ont été tués. Ces attaques surviennent quelques jours après le lancement de la seconde opération de la force conjointe du G5 Sahel. Lafia, votre analyse sur cette situation d'hier et d'avant-hier au Mali? D'abord que ça ne va pas. Vous voyez, tout le centre du pays, jusqu'à une partie du sud, c'est des attaques, à la limite des attaques simultanées. Parce qu'au même moment où on attaquait à Youaourou, on attaquait le poste également à Goumakura. Donc première analyse, c'est dire que ça ne va pas. Maintenant qu'on se pose la question, pourquoi ça ne va pas? Mais dans cette analyse, je m'en voudrais si je ne saluais pas la bravoure, la détermination, parce qu'on ne le fait pas très souvent de nos militaires. Ils ont été d'une bravoure extraordinaire. Surtout à Youaourou. Surtout à Youaourou. Maintenant, qu'est-ce qui fait que chaque fois ils sont attaqués, à la plupart des cas, ils sont surpris? C'est des questions qui sont là, qui, ma foi, doivent être examinées au niveau de la hiérarchie.
il en va de même pour les mines. Chaque fois, c'est les situations d'explosion à la suite du passage sur une mine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas de dire que voilà, c'est une situation qui est là. C'est vrai, elle est là, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être victime? Moi, je pense que tout le problème doit se limiter à cela aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préserver? Parce qu'au même moment où on s'organise à notre niveau, ces bandits, ces assaillants, ces terroristes, et aussi s'organisent, et de façon minutieuse. Soit c'est des explosions, soit c'est des attaques suivies d'embuscades, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'on est dans une situation vraiment inquiétante, déplorable. Donc qu'on réfléchisse, qu'on se dise qu'on a fourni des efforts, mais jusque-là, les efforts consentis n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on analyse encore. Et je pense que cela, ce n'est pas une affaire de IBK, mais c'est la hiérarchie militaire. Ils ont carte blanche, ils ont un ordre, ils ont une mission. Et ça, à mon avis. Okay. C'est vrai, on va dire que la population doit collaborer. Et même là aussi, il y a un sérieux problème qui est là parce que les gens ont peur souvent de dénoncer. Quand on dénonce, après le départ de ces militaires-là, parce que souvent ils viennent, ils s'en vont, ils sont encore victimes de ces mêmes bandits, de ces mêmes terroristes. Donc c'est vraiment une situation très complexe, très difficile. Okay. Alors, Badou, votre analyse, vous partagez les mêmes avis? Bon, moi je pense que les terroristes sont en train de faire ce qu'on appelle le dernier geste du mourant. Et l'attaque avortée du camp militaire de Youarou prouve que les terroristes ont désormais un gourdin sur la tête. Ce gourdin, c'est les forces armées nationales qui ont fait un travail professionnel, qui ont été ponctuels à agir, parce que quand on vous explique comment les choses se sont passées, vraiment, ça prouve que l'armée malienne est reconstituée et est en train de faire un excellent travail. Et pendant que les forces gouvernementales exterminaient ces terroristes, l'aviation malienne aussi est entrée en action. Donc le bilan est de 8 assaillants tués, plusieurs assaillants ont été capturés, des armes et des munitions ont été saisies. Ça, c'est du côté de Youarou. Du côté de Goumakoura aussi, l'armée a vaillamment résisté. Et du côté de Toubakoro aussi, les douaniers, une unité paramilitaire quand même, il faut les reconnaître, a pu résister. Et un assaillant a été tué. On déplore quand même la mort d'un douanier. Donc ces actions prouvent que l'armée nationale du Mali est en train de se ressaisir et que c'est l'armée malienne qui est en train de donner le signal de la lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel. Et je peux vous le garantir, dans les prochaines semaines, des pays même vont envoyer leurs militaires pour que les militaires les Maliens les forment en matière de lutte contre le terrorisme. Très bien. Alors, Youba Konaté, quelque chose à ajouter? Oui, c'est juste dire que moi je fais deux lectures par rapport à ces situations-là. Déjà, quand vous prenez un peu les interventions des terroristes, il y a quelque chose qui a changé. Puisque jusque-là, les populations civiles dans leurs attaques ont été épargnées. Et là, on voit que c'est près d'une trentaine de civils qui meurent à la suite des mines posées par les terroristes. Et ça, ce n'est pas anodin parce que c'est avec ces gens-là qui collaborent et qui... toute la difficulté d'intervention de l'armée, c'est parce qu'il y a une certaine complicité des populations locales avec les terroristes. Mais déjà, si ils commencent à faire des victimes au sein des populations locales elles-mêmes déjà, je pense que ça va brouiller un peu les pistes des terroristes. Et je voudrais un peu revenir sur ce que mes deux confrères ont déjà salué. Il faut reconnaître une certaine amélioration du niveau de notre armée, qui désormais est à mesure n'est-ce pas, de réagir vigoureusement et de mettre en échec des attaques. C'est une bonne chose et je pense que les efforts doivent continuer pour, n'est-ce pas, la reconstruction de notre armée et donc permettre à ce que, parce que en la matière, il ne faudrait pas se leurrer, on ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est vrai, la force du G5 Sahel qui est en gestation est aussi pour beaucoup dans cette situation parce qu'on se souvient encore, la semaine dernière, les terroristes avaient averti qu'ils feraient tout pour que cette force-là ne se mette pas en place dans cette zone-là. Donc cette force fait peur, mais en plus de ça, c'est nos efforts, même en termes de réhabilitation de notre armée, de notre outil de défense qui sont en train de payer et il faut saluer, n'est-ce pas, les acteurs. Quand c'est bon, il faut le dire. Voilà. Ok, alors Badou, notre confrère l'a tantôt signalé avec la force du G5 Sahel. Est-ce que c'est pas une réaction de ces groupes terroristes-là pour cette deuxième sortie, cette deuxième patrouille quand même du G5 Sahel? Oui, le G5 Sahel a déjà effectué une première patrouille dénommée Opération Aoubi. Et cela a porté ses fruits parce que les terroristes qui ont été arrêtés étaient des combattants de la SEMA.
pour rebondir sur votre question proprement dite, effectivement, la force conjointe du G5 Sahel, avec l'appui de l'armée malienne, se prépare à lancer une vaste opération dénommée Opération Pagnali Tonnerre en langue peul. Donc, cette offensive, n'est-ce pas, serait une vaste offensive qui va peut-être détruire les dernières poches de résistance des terroristes. Donc, c'est en république à cela que le groupe pour le salut de l'islam et du monde islamique géré par Yad Agali, n'est-ce pas, a mandaté Amadou Koufa et ses combattants d'agir de cette façon. Mais moi, je pense que cette réaction n'empêchera pas la force conjointe du G5 Sahel et l'armée malienne de faire leur travail. Et pour terminer, je vais revenir sur le cas des civils qui ont été tués. On parle de 26 civils tués, dont 6 bébés, 5 femmes, 4 commerçants burkinabés. C'est extrêmement grave. Quand des bébés et des femmes mères, ces gens, c'est des criminels, ce n'est pas des terroristes. En fait, c'est un convoi de l'armée malienne qui a été visé, mais le convoi, à la dernière minute, a changé d'itinéraire. Donc tout cela prouve que l'armée malienne se professionnalise. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Ça prouve vraiment de plus en plus les militaires maliens sont mieux formés, sont mieux renseignés, n'est-ce pas, pour s'adapter à ce contexte de guerre symétrique. Et je vous assure que dans les prochaines semaines, ce terrorisme va finir dans le nord et le centre de Mali. Très bien. Alors, oui, Lafia. Mais est-ce que vous pensez que c'est une réaction des groupes terroristes à la deuxième patrouille du G5 Sahel? Je l'avais dit ici sur ce même plateau, au fur et à mesure que on va s'organiser, notamment à travers des initiatives comme le G5 Sahel, ces terroristes-là, eux aussi, vont s'organiser. Imaginez d'autres formes d'attaque. Parce que c'est des gens, à la limite, ils vivent de ce harcèlement. Ils vivent de cela. Donc c'est à nous, à notre niveau, de nous organiser aussi. Donc ça n'a pas été vraiment une surprise, hein, malheureusement. Malheureusement. Ok, mais un mot par rapport aux 26 gendarmes qui ont été radiés, qu'est-ce que ça va apporter? 36 ça fait mal. Et dans le reportage, effectivement, ça s'est ressorti. C'est 72 heures, quelques jours après leur départ, qu'il y a cette attaque-là. On se dit peut-être que s'ils étaient sur place, ça allait avoir un autre... L'effet allait être peut-être amoindri. Pour dire que, quelles que soient les revendications légitimes qu'ils peuvent poser, à mon avis, un militaire ne doit pas abandonner son poste. Même pour la simple sentinelle. Si l'heure c'est à 18h, si la relève n'est pas là, on continue. Pourquoi venir? Il n'y a pas d'explication à cela, à mon avis. C'est vrai, ils vont dire qu'ils sont dans des conditions difficiles, on leur avait promis certaines choses. Tout ça, je peux comprendre, mais de là à abandonner leur poste, je pense qu'il n'y a pas d'explication. Surtout qu'ils sont venus en laissant des homologues, des porteurs, des camarades, des frères d'armes à eux, qui sont restés sur place. Quelque part aussi, ça doit heurter les sensibilités, ça doit heurter l'honneur et la dignité, à mon avis. Oui, mais les attentats d'hier, là, c'était avec les mines. Alors, qu'est-ce que l'armée malienne peut faire face à cette zone qui est minée? Mais qu'on démine, c'est ce que je disais. Si on est là toujours dans la défensive, quelque part, que nos chefs militaires se disent que voilà, les stratégies que nous avons mises en place n'ont pas porté les fruits escomptés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'aujourd'hui, on est à ce stade-là, qu'on interpelle la hiérarchie militaire. Quelles sont les stratégies qu'il faut faire? Parce que jusqu'à présent, ça pose problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des engins pour déminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que sur le tronçon Douanzan-Gao, il n'y a pas de mine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on réfléchisse, qu'on se donne les moyens. Ok, Badou, est-ce que vous pensez que l'armée dispose des moyens pour pouvoir déminer quand même cette zone? Non, moi je pense que l'armée malienne, comme je l'ai dit, est en phase de reconstitution. Et on est en train de tenir compte de tous ces aspects. Si vous avez vu lors du défilé militaire, vous avez vu des militaires qui avaient du matériel anti-mine, n'est-ce pas, du matériel qui permet de détecter les mines. Je pense que c'est un travail qui doit se faire au fur et à mesure. Vous savez que le Mali est un vaste territoire. C'est pas nouveau, ils en ont depuis le matériel n'est pas nouveau, mais le Mali est un pays qui est très vaste. S'il faut se promener pour pouvoir savoir là où qui a posé des mines, qui n'a pas posé des mines, ça va prendre... Je vous en prie, ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Pour qu'on puisse vraiment faire un travail remarquable, un travail dans ce contexte, il faut l'aviation.
nous venons à peine d'avoir des hélicoptères de combat, des avions de chasse. Donc peut-être au fur et à mesure, quand l'armée malienne va monter en puissance, le problème des mines sera résolu là. En temps opportun, on pourra savoir qui a posé une mine. Et au moment où le poseur de mine va tenter de poser la mine, il sera facilement identifié et exterminé. C'est ce que je vais dire. Oui, votre réaction? Non, c'était par rapport à ça. On ne va pas jusqu'à demander à ceux qu'on se promène avec les matériels et regarder par exemple sur le tronçon d'Ouanzangao, non, mais qu'on se donne les moyens de savoir comment contrôler le territoire sur le plan terrestre, sur le plan aérien. Ce qu'il vient de dire, c'est ce que je voulais aussi dire. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau avec ce numéro du Forum de la presse. Nos invités sont Youba Konaté du journal Zénith Balé, Bado Escobar du Carrefour et Lafia Sinaba, journaliste écrivain. Youba Konaté, vous vouliez réagir tout à l'heure? Je voulais juste ajouter que c'est de la guerre, quoi. Nous, on n'invente rien, on ne va rien inventer. Puisque nous avons accusé un grand retard. Sur ce coup, il faut le reconnaître. Puisque le résultat, ou du moins la montée en puissance que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui, elle aurait dû être il y a déjà 2 ou 3 ans. C'est ça la réalité. Puisque on ne va rien inventer. Hein. C'est le mécanisme. Depuis 2012, nous savons que nous sommes dans une situation. Et tout le monde sait que les mines sont une partie intégrante de la guerre. Donc, il fallait compter avec ces engins-là dès 2012 et s'y planifier comment déminer. Et je pense qu'il y a certains des efforts qui sont faits déjà à ce niveau-là, parce que quand vous avez souvent vu des cérémonies de remise d'attestation à des militaires, des spécialistes de déminage, tout ça. Mais quelle est la proportion, quel est le niveau de ces spécialistes-là? C'est toute la question. Et je pense que nous avons tous salué ici, n'est-ce pas, cette montée en puissance-là. Et malheureusement, elle est un peu décalée, mais c'est dans cette dynamique-là qu'il faut aller et que nous devons rester pour pouvoir engager des résultats. Donc, nous savions dès le début, depuis 2012, que les mines étaient dans la guerre et il faut faire avec. Très bien. Alors, nous allons aborder notre troisième thème. Le chef de file de l'opposition prône une alliance des forces de l'opposition autour d'un seul candidat en 2018 pour faire face à une éventuelle candidature du président sortant. La nécessité de l'alternance l'impose pour ôter le pays de l'abîme dans lequel la gouvernance actuelle lui a mis, selon Soumaïla Cissé. Beaucoup d'acteurs politiques avaient fait des déclarations dans ce sens. Alors nous allons suivre Soumaïla Cissé au micro de nos confrères de RFI. Nous sommes en train de travailler beaucoup plus pour un rassemblement des forces de l'opposition aujourd'hui et il est important que tous ceux qui s'opposent à la politique actuelle qui malheureusement a échoué pour notre pays se rassemblent, se concertent et arrivent à déterminer le meilleur profil pour une alternance nécessaire, parce que continuer dans le système actuel, c'est vraiment faire plonger le pays dans les abîmes. Et c'est pour ça que nous travaillons dans ce sens. Nous allons faire un accord pour déjà, dans un premier temps, nous rassembler, nous unir, faire un front très large et c'est ça qui est important. Après, nous allons continuer les négociations pour voir qui d'entre nous est le meilleur candidat si nous arrivons à mettre un seul en place. Moi, j'en ai parlé, le président Amadou Thiam en a parlé, le président Tcheblé Dramé en a parlé, le président Modibo Sidibé en a parlé. On est un certain nombre très connus, Zoumana Sakou en a parlé. Au-delà de nos propres personnes, ils sont prêts tous au sacrifice pour cela. Ce qui a été possible en 2013 devrait pouvoir être possible en 2018. Youba, est-ce que cette candidature unique est possible à la date d'aujourd'hui? En tout cas, moi, je constate que c'est déjà une avancée, que les protagonistes acceptent même déjà d'en parler. Parce que déjà, ça voudrait dire que nous sommes déjà dans une certaine dynamique. Parce qu'il y a déjà 1 an, quand vous prenez 1 an déjà derrière, c'est sûr, ce n'est pas sûr que ces mêmes gens-là étaient capables de prononcer ces mots-là. Déjà, je salue ça. Mais en termes de stratégie électorale dans un contexte comme le nôtre au Mali, est-ce qu'une candidature unique au premier tour est très stratégique? Je me pose la question. Parce que quand vous êtes face à un candidat qui a quand même fait 5 ans au pouvoir, et malgré tout ce que vous pouvez lui reprocher, malgré le bilan, c'est lui qui reste, qui est au pouvoir, qui a les affaires de l'État. Ce n'est pas très stratégique à cette étape-là de penser, de parler de candidature unique. Je pense que dans les jours à venir, ça va prendre d'autres formes. Et
déjà, nous avons vu une certaine prolifération des annonces de candidature qui a été un peu dans les semaines passées. Nous avons constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de personnalités qui s'étaient engagées à être candidats. Maintenant, vous mettez tout ça de bout en bout, les anciens plus les nouveaux qui viennent d'arriver. Bon, on ne sait pas quel cocktail ça va donner, mais déjà, je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient pensé qu'ils peuvent en arriver à une candidature unique. Déjà, surtout parmi les anciens, les chefs de file de l'opposition a cité un certain nombre de noms, Modibo Sidibé, Tcheblin Dramé, qui en ont tous parlé quand même, hein, qui ont parlé de cette volonté d'aller vers une candidature unique. Modibo pose un certain nombre de conditionnalités. Oui, mais il en parle quand même, il en parle déjà. Pour moi, c'est une avancée qu'ils en soient vraiment à ce niveau-là et penser qu'une candidature unique peut débloquer la situation et ôter, n'est-ce pas, le pays de l'abîme, comme le dit Soumaïla Cissé. Lafia, est-ce que c'est possible, une candidature de l'opposition? Moi, je suis vraiment pessimiste à ce niveau, franchement parlant. Mais comme les acteurs eux-mêmes l'ont dit, on va leur croire sur parole. Mais Modibo Sidibé, il était là l'autre jour à la maison de la presse, il a dit se rassembler, oui, se rassembler, mais pourquoi? On ne va pas se rallier comme ça. Donc déjà, ça pose problème. Maintenant, au-delà de la personne de Modibo, est-ce que Tcheblin aujourd'hui, bon, lui, il a été l'un des premiers à le dire, mais est-ce qu'un Zoumana Sako va accepter que Soumaïla Cissé soit le porteur de l'idéal politique qu'il veut pour le Mali? Voilà toute la question. Ça va se faire sur des concessions. Justement sur des concessions, mais ça sera très très difficile. C'est pour cela que je suis pessimiste. Sinon, contrairement à Yuba, je pense que ce serait une très bonne chose parce que s'ils vont en rendre dispersé face à un président qui est au pouvoir, je pense que dès le premier tour, ce n'est pas vraiment quelque chose de fameux pour eux. Il serait bon qu'ils aillent en rang serré, mais malheureusement, je ne vois pas ce scénario-là. Mais on va attendre, tout est possible, comme Mali politique et quotidien. Ok. Badou, votre point de vue sur la candidature unique de l'opposition en 2018? Bon, c'est trop beau pour y croire, parce que Soumaïla lui-même l'a dit, si nous arrivons à nous entendre, ça veut dire qu'il y a problème. Vous savez que nous avons affaire à des poids lourds. Il y a Modibo Sidibé, il y a Zoumana Sako, il y a Soumaïla Cissé lui-même. Chacun lorgne vers le pouvoir. Et il a cité Amadou Cham. Amadou Cham aussi. Bon, qui lui-même, il ne va pas se présenter sûrement. Il a un autre candidat en vue. Amadou Cham de ADP Maliba. Oui. Ce qui est sûr et certain, excepté Amadou Cham de ADP Maliba. Tous ceux-ci ont cherché le pouvoir il y a très longtemps. Donc, ils lorgnent encore vers le pouvoir. Ils veulent être à Koulouba. Donc, ça va poser problème. À mon humble avis, je rejoins Yuba sur un point. C'est-à-dire, si chacun présente sa candidature pour le premier tour, au second tour, peut-être ils peuvent faire bloc derrière le candidat qui ira au second tour avec le président El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que vous savez, en Afrique, il y a ce problème. Il y a un problème de leadership. Difficilement, les leaders d'un parti politique acceptent de s'associer à un autre leader parti politique pour la conquête du pouvoir. Et la seule alternance que j'ai vu, ça a été le cas du Gabon. Même là, ça n'a pas marché parce qu'on a vu ce qui s'est passé entre Jean Ping et Ali Bongo. Ils sont partis à l'élection présidentielle. Ali Bongo l'a emporté. Donc, il faudrait que l'opposition vraiment dégage une stratégie commune, qu'ils arrivent à s'entendre. Parce que le problème, c'est l'entente. Parce que déjà, dans les starting blocks, il y a d'autres candidats. On parle d'Amadou Touré, on parle de Moussa Sinko Koulibaly, qui seront des probables candidats. Donc, de Draman Dambélé, de l'ADEMA. Donc, quand on tient compte de ces nouvelles candidatures, et on tient compte des leaders de l'opposition, il faut vraiment qu'ils fassent un travail de fond. Parce que le côté entente me taraude toujours. Qu'ils arrivent à s'entendre et présenter un candidat unique, ça m'étonnerait. Votre réaction? Oui, je voulais dire, c'est parce que peut-être qu'il y a un certain réalisme qui est en train aussi de l'emporter. Parce qu'on se souvient, j'ai dit tout de suite que vouloir aller en candidature unique au premier tour n'est pas stratégique. Mais peut-être qu'il y a d'autres réalités qui sont là et que nous, on ne maîtrise pas forcément. Parce que quand on se souvient de 2013, vous avez vu, il y avait un accord de ralliement au deuxième tour. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc il y a peut-être ces risques-là. Mais même quand ils vont partir, n'est-ce pas, en rang dispersé et qu'il y a un deuxième tour avec un des candidats proches de l'opposition et le président sortant en deuxième tour, c'est sûr que
au deuxième tour, le parti au pouvoir va utiliser l'artillerie lourde pour pouvoir débaucher et casser toutes les dynamiques. C'est peut-être ces risques-là aussi qui sont en train de jouer. Mais selon vous, parce que dans cette déclaration de Soumaïla Cissé, on voit quand même tout sauf Ibeka. Oui. Mais est-ce qu'en changeant de tête, on peut résoudre le problème du Mali? Oui, je pense que oui, puisque quand vous comment dirais-je, vous notez, vous regardez un peu ce que Soumaïla a dit, il dit faire, et ce que Tcheblin propose, c'est d'abord faire comment dirais-je, un accord de gouvernement. Donc, qui suppose qu'ils vont faire un plan, comment dirais-je, un projet de société commun. Et avec une répartition à la clé de l'ensemble des postes et des responsabilités. C'est ce que Tcheblin a dit. Et c'est ce qui va constituer la base des discussions. Donc, ce ne serait pas forcément une alliance autour d'une personne, non, ce serait autour d'un projet. Et je pense que si tel est le cas, et que l'ensemble des forces qui sont en présence là se mettent en dynamique et créent une telle alliance avec, sur un projet, je pense que ça peut marcher. Ok. Alors, Lamsia, est-ce qu'en changeant de tête, le problème du Mali sera résolu? Bon, ça c'est une question très difficile parce que ça pose la question de l'homme providentiel en Afrique. Hier, il y a une dame que j'apprécie bien, Aminata Draman, elle était dans une conférence, elle l'a dit, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de modèle économique, une question de gouvernance aussi. Il y a tout cela. Sinon, quelque part, quand on demande à beaucoup de Maliens, on pense qu'il faudrait que Ibeka parte parce qu'on n'est pas satisfait. C'est ce que beaucoup de gens disent. On me dira, mais quel sondage vous avez fait? Je n'ai pas fait ce sondage-là, même s'il y a un sondage quelque part qu'on ne va pas en parler ici. Mais toujours est-il que beaucoup de gens veulent que ça change. Mais maintenant, est-ce que si la tête change, si on change de tête, comme on le dit, est-ce que ça va faire changer les choses? En tout cas, c'est notre souhait. Mais je pense que le problème, il est à un autre niveau, à mon avis. Il ne s'agit pas seulement de changer. Je ne défends pas Ibeka. À quel niveau? Pour ce problème de gouvernance, ce problème de modèle économique. Parce que si le peuple dit oui à quelque chose, le lendemain, on voit les dirigeants aller dire autre chose à l'Occident. Il faudrait qu'il y ait quelque part cette mise, qu'on soit en phase. Le politique et le peuple. Malheureusement, c'est ce qui manque beaucoup plus à l'Afrique. Ce n'est pas bon. Moi, ce que j'aimerais ajouter, vous savez, souvent j'entends les jeunes dire en ville que nous en avons assez avec la vieille garde. Et quand on parle de vieille garde, on parle impérativement de Soumaïla Cissé, de Tcheblin Dramé, de Zoumana Sako, etc. Moi, je pense que leur alliance, peut-être ce serait une alliance de circonstances. Donc, peut-être pour la conquête du pouvoir ou pour se débarrasser de leur ennemi mortel qui n'est autre qu'Ibeka. Je pense que c'est ça le problème fondamental. Mais est-ce qu'ils seront en mesure, une fois au pouvoir, de faire mieux qu'Ibeka? C'est la question que je me pose. Parce que pour les jeunes que j'ai rencontrés, ils pensent qu'il faut réellement du sang neuf. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un quinquagénaire à la tête du pays, n'est-ce pas, qui pourra peut-être faire redresser la barre. Sinon, pour eux, cette vieille garde vraiment a atteint ses limites. Et cette vieille garde n'est plus en mesure d'opérer le changement que la jeunesse malienne souhaite. Ok, d'accord. Oui, rapidement, allez-y, rapidement, on est au terme de l'émission. Ce changement qui viendra, tant que le même système demeure là-bas, ça va poser problème. Très bien. D'accord, nous disons merci à Youba Konaté du journal Zénith Balé, merci à Badou Escobar du Carrefour et merci à Lamfia Sinaba, journaliste écrivain qui étaient nos invités aujourd'hui. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, et mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo a été assurée par Peting Diara. Merci, je suis Aliou Sidibé et Mohamed Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.